Bienvenue dans ce 5e épisode chez Léo Drevet. On se retrouve pour une visite au début du printemps et nous allons voir comment Léo obtient des récoltes dès le début de saison. La vidéo est plus longue que d'habitude car j'ai gardé l'intégralité de notre visite. Si ce nouveau format vous plaît, merci de nous le faire savoir en commentaire. Bon visionnage. Alors bienvenue au jardin dans la vallée, on est au mois de mars, donc tout début mars, et c'est le moment où je vais recommencer à faire des semis en extérieur, en pleine terre. Là, cette parcelle a été découverte, il y avait une bâche en fait avec des cultures de l'année dernière, donc tout a été enlevé, j'ai enlevé les restes d'herbe qu'il y avait, et j'ai passé un coup de sarcloir, on verra ça tout à l'heure. Ça me permet de casser un petit peu toutes les petites graines qui vont germer en surface, et de pouvoir faire ce qu'on appelle un faux semis. Et en fait, ça va me permettre d'éviter que toutes ces petites graines qui ont à peine germé puissent mourir. Et ça va favoriser ensuite la prise des graines que moi je vais mettre. Là, je vais semer des petits pois, mange tout, et des fèves. Donc c'est des choses qu'on peut vraiment semer très tôt dans la saison en Île-de-France, dans le nord de la France. Après ça, il va y avoir sûrement, je vais profiter des filets qu'il y a sur les petits pois pour mettre du haricot grimpant ou d'autres choses. On verra ça au fur et à mesure de la saison. À côté, c'est des cultures qui sont en serre, qui ont été démarrées à l'automne. Au mois de novembre, j'ai été récupérer des plants de salade qui ont poussé directement dans le jardin. En fait, ce que je fais, c'est que je laisse toujours des salades montées à graines. C'est surtout une variété qui s'appelle la romaine rouge, que j'aime beaucoup, qui pousse très bien au potager. Et elle refait des graines un petit peu partout. Et ce qui fait que les parcelles qui s'enherbent en hiver sont constituées en grande partie de cette salade-là. Comme ça, je récupère les petits plantules et je les repique en serre pour qu'il fasse un petit peu plus chaud. Il faut savoir que là, ça a juste été planté comme ça, sans voile de forçage. On aurait pu optimiser la pousse des salades en rajoutant un voile de forçage pour optimiser, pour que la chaleur soit plus forte au niveau des salades et que ça aurait poussé beaucoup plus vite. Là, ce n'était pas l'objectif, donc j'ai juste planté les salades qui étaient déjà en plan. Et ensuite ici, j'avais semé directement dans le sol de la roquette, de la moutarde indienne, japonaise, et j'avais repiqué de la clétone de Cuba. Vous vous souvenez des tout petits plantules de clétone de Cuba qui ont déjà bien grandi maintenant. Alors là, la roquette, on voit que je l'ai déjà cueillie une fois et elle commence déjà à repousser. Pour plus tard, je la cueille au fur et à mesure et elle repousse et elle repousse. Là, vu la quantité, c'est juste pour ma famille, mais au moins, on est au mois de mars et on mange des grandes salades de roquettes toutes fraîches, c'est très agréable. On va avoir ensuite une surprise dans la serre d'à côté, car il était grand temps de changer le plastique de cette serre qui avait au moins 6-7 ans, sachant que d'habitude c'est des bâches qui tiennent plutôt 4-5 ans. J'avais fait durer un petit peu, on peut faire durer le plastique en le lavant. Là, vous voyez sur cette serre qu'il y a des grosses traces noires. En fait, c'est tous les lichens et les développements de bactéries, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui poussent sur les bâches. Et ça occulte la bâche, ça permet les UV rentrent mal dedans. Et donc là, vous voyez un peu plus loin qu'on a commencé à nettoyer avec un balai qui propulse un peu d'eau pour frotter et enlever tout ça. Ça va permettre à la lumière de pénétrer jusqu'au sol. Sachant que cette bâche qui était trop vieille, celle d'avant, j'avais remarqué quand même des gros problèmes de production sur certaines plantes qui ne supportaient pas de ne pas avoir assez de lumière, notamment les concombres qui fleurissaient mais qui ne produisaient pas de fruits. Donc je me suis retrouvé avec une production très faible pour un travail équivalent, donc ça ne valait vraiment plus le coup. C'est pour ça que j'ai décidé de changer la bâche cet hiver. On voit qu'elle est bien transparente et je pense que ça va pousser assez fort dedans. Donc là, dedans, j'ai déjà directement replanté des choses. J'ai fait un apport de compost, de fumier de cheval bien décomposé. Et j'ai repiqué, comme dans la serre précédente, des salades, toujours la même variété, des laitures romaines rouges parce qu'elles résistent bien au froid et qu'elles se ressèment toutes seules dans mon jardin. Donc là, elles sont plus petites, donc ça va permettre d'avoir des salades échelonnées avec la culture d'avant. Et dans les parcelles à côté, j'ai semé de la roquette, des épinards, des moutardes indiennes et japonaises, plein de petites verdures qui plaisent beaucoup à ma famille et à mes clients. Et je les ai mis sur du plastique comme ça, ce qui me permet ensuite d'enchaîner directement avec les tomates, les concombres, le basilic, le persil. En fait, toutes les plantes que je vais cultiver en serre plus tard dans la saison. J'aurais pu faire du semis direct
ce qui aurait pu me permettre d'avoir une productivité plus grande au mètre carré, mais qui m'aurait demandé plus de travail. Et cette année, j'aimerais bien travailler un petit peu moins dans le jardin. Donc j'ai choisi de faire ça. J'aurai un petit peu moins de production, mais ça sera plus gérable. Donc si j'ai plus de facilité à entretenir mes cultures, peut-être que même j'aurai plus de récoltes à la fin. À voir. On va aller voir d'ailleurs un semis direct dans la 3e serre. On montrer différentes techniques. Et donc dans cette 3e serre, ce que vous voyez en blanc, c'est du voile de forçage, du P17, qui me permet d'augmenter la chaleur du sol. Au mois de novembre, j'avais fait un semis d'épinards. Et on voit que là, ça a plutôt bien germé. Donc ce sont des épinards que j'ai semés au mois de novembre. Et là, il va falloir sarcler, donc couper en surface là, la terre avec une petite lame pour désherber, pour que les épinards puissent prendre le dessus et bien pousser. Juste à côté, c'est un semis que j'ai fait un peu plus tard dans la saison. Voilà. Donc ça a été semé au mois de novembre. Donc ça a passé l'hiver, ça a poussé assez lentement parce qu'il fait quand même pas si froid que ça ici, mais il fait quand même froid. Et ceux-là, je les ai semés début février. Et donc vous voyez que là, on voit les premières feuilles. Alors que là, on n'est que au stade dicotylédon. Donc c'est les premières feuilles qui sont des fausses feuilles. Pareil, il va falloir sarcler tout ça. Et donc quand celles-là elles sont prêtes à récolter, les autres ne seront pas encore prêtes. Ensuite, pendant que j'aurai récolté celle-là, les autres vont repousser. Et quand tout cela sera terminé, il y a des épinards de la serre d'à côté qui vont donner. Et en attendant, j'aurai semé déjà dehors d'autres épinards, ce qui me permettra d'avoir des épinards tout le printemps jusqu'au mois de fin mai-juin. On remet le voile de forçage pour pas qu'ils aient froid. Donc là, cette vidéo fait partie d'un ensemble d'autres vidéos. Et si vous regardez les autres, vous pourriez savoir que là, ici, on avait mis du compost. Donc on avait fait du compost de fumier de cheval. Ma voisine venait et me déposait du fumier de cheval. Pendant 1 ou 2 ans, elle a fait ça. On a recouvert toute cette surface. Ensuite, j'ai fait passer les poules sur le fumier de cheval. J'ai cultivé des courges, soit paillées, soit bâchées. Et là, on est au printemps suivant. On a enlevé la bâche. La paille s'est fait dégrader par les bactéries, les champignons, etc. Et on a répandu tout ce compost qui était fait là. Après avoir cultivé des courges dessus, il y a une grosse production de courges dessus. On a tout répandu sur cette parcelle. Vous voyez, regardez tout ce qu'on a pu fertiliser grâce à ce tas de compost. Et j'ai fait exprès de laisser ça en tas parce que je vais enfermer ensuite mes poules dans cette parcelle. Les poules qui sont dans un tracteur à poules, c'est un poulailler sur remorque, ce qui me permet de les déplacer de parcelle en parcelle. Et elles vont pouvoir s'amuser, je dis bien s'amuser parce que vous allez voir qu'elles adorent ça, à décompacter tous ces tas de fumier, aller chercher les vers, les œufs de limaces, tous les bestioles qu'il pourrait y avoir là-dedans. Et en faisant ça, elles vont me répandre le compost directement sur la parcelle et l'affiner. Et ça sera jamais aussi bien fait qu'avec une poule. En plus, elles vont faire des excréments par-dessus, ce qui va renforcer le taux d'azote là dans le fumier. Une fois que ça sera fait, je remettrai une bâche pour terminer le travail et je pourrai cultiver dès que les herbes seront mortes en surface. Donc là, dans 2-3 mois, a priori, je peux remettre en culture cette parcelle qui va pousser du tonnerre parce qu'on a mis du super compost dessus. Et si on regarde bien, là où il y avait le compost, la terre, il n'y aurait plus qu'à mettre un coup de râteau pour faire des semis ou planter des choses. Et comme c'est un endroit qui est encore très riche en compost, je pense que je vais remettre des potirons parce que c'est des plantes qui adorent pousser dans des terres très riches. Et comme ça, je vais avoir une belle production encore une fois. Peut-être que je vais redemander à ma voisine d'en remettre ici ou dans la partie haute du potager pour pas avoir tout le temps le tas de compost au même endroit. Ça, j'aime bien, de ne pas pouvoir toujours mettre le compost au même endroit, mais le déplacer. Et plutôt que de l'avoir en dehors de la parcelle qu'on va cultiver, de plutôt la mettre au cœur de la parcelle qu'on cultive, parce que ça va permettre d'avoir toute cette fertilité qui part du compost et qui va être utile pour les légumes et les plantes que vous faites pousser autour. Et le jour où vous avez à répandre votre compost, là, on a juste pris nos brouettes, on a déplacé les tas. On n'a pas eu besoin de prendre une remorque avec une voiture, etc. pour tout déplacer parce que c'était déjà à côté de la parcelle à fertiliser avec le compost. Donc c'est intéressant de voir comment on peut combiner la fabrication du compost et le potager, sachant que sur ce compost, pendant l'année, j'ai fait pousser des courges. Donc finalement, ce compost était déjà
en quelque sorte un potager. On a fait exactement la même chose sur l'autre parcelle où on a commencé à répandre le compost. Je l'ai aussi mis en petit monticule parce que les poules qui sont d'ailleurs juste à côté, oui, c'est simplement du grillage à poules comme ça, même pas électrifié, parce que j'ai des races de poules pas très malines, je sais pas si je peux dire ça. Mais il faut pas prendre des races de poules qui s'enfuient quand vous faites ça, ou alors il faut électrifier le filet. Et donc, en tout cas, elles produisent des œufs, elles sont de bonne compagnie et elles vont me répandre tout le fumier, ça va être très sympa. Donc là, pour l'instant, elles sont là. Et en fait, pendant le mois de janvier, février, mars, je les fais pâturer dans toutes les parcelles où il n'y a plus de légumes. Elles vont manger toutes les petites herbes, déchausser les petites mottes, manger les œufs de limaces, etc. Et j'ai remarqué que depuis que je fais ça, je n'ai quasiment plus de problème de limaces au printemps dans mon jardin. Parce que là où en permaculture, en agroécologie, on a tendance à ne pas travailler le sol avant de cultiver, eh ben, en général, ça crée des milieux favorables à la prolifération des limaces parce que les limaces pondent juste sous le paillage, juste sous le début du sol. Et si on fait un gros labour, on détruit les œufs de limaces, mais évidemment, on détruit aussi tout le reste. C'est pour ça que c'est vraiment pas une bonne idée de labourer. Et pour compenser ça, le fait qu'on laboure pas, et ben là, je fais passer mes poules, elles me grattent le sol, elles fertilisent. Et en plus, il y a presque plus de limaces derrière. Donc ça, c'est une très très bonne idée. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi le compost avant de faire passer les poules, parce que souvent dans le compost, il y a des œufs de limaces, il y a plein de choses en fait qu'on va apporter de l'extérieur du potager dans le potager. Et sans s'en rendre compte, on va inoculer plein d'œufs de limaces, d'escargots dans notre potager. Donc c'est pour ça que là, je préfère que les poules se chargent de répandre le compost. Comme ça, elles vont un peu manger tous ces petits œufs, c'est ce qui reste là. Toutes ces nourritures riches en protéines qui va leur permettre de faire des bons œufs, et ça va me permettre aussi d'avoir moins de ravageurs dans le jardin un peu plus tard. Pas mal. Donc à la fin de l'hiver, même pendant l'hiver, c'est aussi le bon moment pour entretenir les framboisiers. Vous voyez, ça, ce sont les framboises qu'on donnait l'année dernière. On voit encore les petits boutons de fruits. Et à cette époque-là de l'année, je les taille à peu près à mon hauteur, comme ça. Et je vais aussi enlever toutes les branches sèches. C'est pas obligatoire, mais sinon c'est un peu le fouillis. Ça permet de pouvoir récolter plus facilement l'année prochaine. Ces branches sèches, je les laisse sur le sol, je les dépose, ça fait un paillage. Et en plus, je coupe ça, ce qui va me permettre d'avoir une production au printemps et à l'automne. Et pour ça, je coupe une tige sur deux. C'est-à-dire que je garde juste une tige sur deux parce que c'est des plants remontants. Alors, il y a plusieurs types de tailles pour la framboise. Et on voit que là, ça permet aussi de tout re-ranger. J'enlève toutes les framboises qui poussent dans les allées. Et ensuite, je vais devoir repailler le sol. Donc, toute cette surface va être paillée là, avec de la paille pour le coup. Ça peut être de la paille, des feuilles mortes, des copeaux de bois, ce que vous avez sur place. S'il y a des herbes, il faudra désherber avant de pailler. Et ça va me permettre vraiment de ne pas avoir d'herbe au pied de mes framboisiers, ce qui va augmenter la productivité et la pérennité de cette plante, parce que sinon à un moment donné l'herbe va toujours concurrencer trop les plantes et il n'y aura plus que de l'herbe et plus de framboises, quoi. En plus, ce que j'ai fait ici, vous le savez peut-être déjà, mais j'ai mis un couvre-sol vivace. On ne le voit pas encore ici, mais il y a plein de consoude que j'ai mis entre les rangs de framboisiers. La consoude, c'est une plante qui n'est pas spécialement comestible, parce qu'elle contient des alcaloïdes très mauvais pour les trucs qu'on a à l'intérieur du ventre. Pourtant, c'est très bon, malheureusement, c'est un petit goût de poisson. Mais elle va attirer plein de pollinisateurs, avec sa floraison bleu-violette très jolie. Il y a aussi de la consoude blanche. Et surtout, elle fait beaucoup de biomasse, elle fait des grandes feuilles. Et elle est très concurrentielle parce qu'elle a beaucoup de racines qui restent dans le sol. Ce qui fait que ça me permet d'avoir moins d'enherbement sur ma parcelle de framboises. Et elle ne va pas rentrer en concurrence avec la framboise parce qu'elle n'explore pas les mêmes zones de sous-sol et les zones aériennes. Donc, ce sont des plantes qui se combinent bien. Et en fait, qu'une fois qu'elle a fait sa floraison, quand la floraison arrive à terme, les framboises se mettent à fleurir et à mûrir. Et donc, je vais pouvoir juste broyer ou faucher ou marcher sur les consoudes. Ça fera un paillage végétal, un paillage en verre qui a poussé directement sur place. Ça me permet de limiter la consommation de paillage sec qui est souvent exporté de l'extérieur du potager vers l'intérieur du potager. Donc à long terme, je rajoute de plus en plus de consoude, pas trop pour pas que ça concurrence les framboises, mais suffisamment
pour concurrencer un maximum l'herbe. Et je vois que d'année en année, j'ai moins d'enherbement sur ma parcelle, donc j'ai moins de travail. Une autre plante que j'ai décidé cette année de mettre en couvre-sol, c'est le masseron. Une plante qui était couramment utilisée comme légume il y a très longtemps en France. On mangeait les racines et moi je trouve que les feuilles ont un goût très sympa. D'ailleurs ça fait des ampes florales, c'est un peu comme une carotte ou une ombellifère, hein, une astéracée maintenant on appelle ça. Et ça fait une grande plante bisannuelle mais qui a tendance à se reproduire sur place, à envahir un petit peu l'espace. Et ce qui est intéressant c'est que déjà gustativement je trouve qu'elle est très très bonne. Donc, on fait un légume ancien très sympa que peut-être juste 2% de mes clients achèteront, mais les 2% sont très contents, donc ça fera un bon truc en plus. Et en plus, ça pousse à l'ombre totale. Et sur la bordure de framboises ici, où j'avais essayé de faire pousser des framboises, des fraises et des cassis et des petits fruits pour faire une bordure, bah, ça n'a pas marché parce que c'était trop à l'ombre. Donc je me dis que là, cette plante pourra bien prendre la place pour pouvoir empêcher les herbes de pousser. Parce que souvent, c'est sur les bordures des jardins et des parcelles qu'on a du mal à gérer l'enherbement. Parce qu'il y a l'effet de bordure où il y a une espèce de productivité accrue. Là, on voit que dès qu'il pleut, bah, il y a l'eau du chemin qui dépasse, ça fait venir des graines, etc. C'est des endroits très fertiles. Et donc cette plante-là, j'espère qu'elle pourra prendre le dessus et ça me fera un légume presque vivace parce qu'elle se reproduit toute seule. Et très sympa, qui arrive en plus très tôt dans la saison au printemps, quand on n'a pas encore trop de légumes verts à manger. Donc c'est très sympa. Et vous voyez là, il va falloir que je désherbe tout ça, repailler et planter ça à l'intérieur. C'est un sacré boulot. Vous pouvez voir ici là, bon celui-là il est un peu déglingué parce que c'est un truc en plastique que j'ai mis, mais les autres je les ai mis en béton ou des trucs un peu plus solides. Mais ça me permet de récupérer l'eau qui ruisselle sur le chemin. Parce qu'en fait quand il y a des pluies, même des petites pluies, il y a beaucoup d'eau qui ruisselle sur le chemin. Et donc j'ai envie de la capter et de la stocker dans le jardin. Et donc ce petit caniveau va mener ensuite à un petit fossé qui longe les framboisiers. Et le trop-plein de ce fossé va aller ensuite se jeter dans la mare qui est située juste sous la cabane. Et donc grâce à cette méthode, une grande partie de l'eau va s'infiltrer dans le terrain plutôt que de partir dans la rivière et créer des problèmes ensuite d'inondation, etc. Ou c'est dans le pire des cas. Et surtout évacuer toute cette fertilité du jardin au lieu qu'on a envie qu'elle reste sur place. Et je vais pouvoir la conserver, la stocker et la conserver sur place. C'est valable ici parce que ma terre est sableuse et donc le sol absorbe l'eau très rapidement. Si vous avez une terre argileuse, faites attention à pas trop stocker l'eau sur place parce que ça risque vraiment d'être trop stocké. Donc il faut mettre toujours des trop-pleins et faire en sorte que l'eau puisse s'évacuer du terrain. Là dans mon cas, où c'est une terre pleine de sable et de cailloux, donc c'est une espèce de passoire, hein, dès qu'il pleut, il y a tout qui s'enfonce, et ben je peux vraiment essayer de stocker le plus possible d'eau sur place à travers un système qui récupère l'eau de ruissellement, un couvert permanent sur le sol avec des plantes comme les framboises et plein d'autres choses, du paillage pour limiter, c'est-à-dire que l'eau arrive plus doucement sur le sol et en plus elle ne s'évapore pas quand il y a du soleil, et un bon taux de matière organique dans le sol, ce qui fait que le sol devient comme une éponge et qui va garder l'eau le plus longtemps possible. Là, vous avez tous vu cet été et l'été d'avant, c'était tout pourri, il faisait froid et il pleuvait tout le temps, mais c'est pas du tout la norme. Et moi, ça fait plus de 25 ans que je fais du potager, et en fait, ça n'est jamais arrivé. J'ai 33 ans, pour ceux qui se posent la question. J'ai commencé quand j'étais tout bébé, donc oui, ça fait vraiment plus de 25 ans que je fais du jardinage. Et des saisons toutes pourries comme ça où il pleut et il fait froid, j'ai jamais vu. Alors voilà, attendez-vous plutôt à ce qu'il fasse chaud et sec. Donc mettez en place des systèmes pour garder l'eau dans votre jardin. Alors là, on est sur une petite parcelle où j'ai fait pousser de l'ail. L'ail, je l'ai semé, je l'ai repiqué en fait dans le sol au mois d'octobre-novembre de l'année dernière. Le sol était déjà paillé, mais souvent pendant l'hiver, le paillage qui a été mis à l'automne se dégrade très rapidement. Parce qu'il y a une activité biologique qui se crée même s'il ne fait pas très chaud. Et en plus, les vers de terre ont tendance à remonter de la terre au-dessus de la paille pour enfouir, etc. Et donc on se retrouve avec une terre qui est toujours paillée, mais il y a plein de trous et il y a plein de terre en surface. Pour éviter d'avoir un enherbement excessif au printemps, parce que toute cette terre qui a été remontée contient des graines et que ça va germer de partout, je remets une couche de paille au printemps pour que jusqu'à la récolte,
et ben, le sol reste bien uniquement dédié à l'ail. Vous voyez qu'il est en train de pousser là. Il va pouvoir être récolté au mois de juin. Ensuite, juin, juillet, je vais pouvoir planter autre chose. Si possible, pas une alliacée. Je ne sais pas ce que je vais mettre encore, on verra. Peut-être des choux, des salades d'automne, peu importe. Et l'ail, après, j'en replanterai, mais à l'automne suivant, à un autre endroit. Souvenez-vous, ici, c'était un champ rempli de poireaux. Là, on est fin d'hiver et en fait, j'ai déjà presque tout cueilli. Il n'en reste plus qu'une trentaine au bout là, que je garde pour moi et ma famille. Et donc, la parcelle, c'est un peu enherbé. Il y a toujours du paillage de l'été dernier qui est en place. Et donc, même processus, je vais refaire passer les poules. Elles vont pouvoir tout casser ce qui reste. Et ensuite, je vais rebâcher. Et je pense que là-dessus, je vais mettre de la courge directement parce que le sol est encore bien fertile. Donc, je vais remettre la bâche et sur la bâche, je vais mettre des courges. Et comme ça, il y a une succession de cultures. Et à l'automne, je pourrai enlever la bâche. Et là, toute la paille qui reste, tous les résidus, en fait, seront complètement dégradés. J'aurai une terre très fine, ce qui me permettra de faire, par exemple, un semis d'épinards pour l'hiver ou le printemps suivant. Ou autre chose. Mais voilà, ça permet, en fait, en faisant des rotations. Là, j'ai mis du poireau dans une terre où j'ai mis du compost pas très bien décomposé, mais un peu grossier. Comme c'est une plante que je repique, ça ne me gêne pas au niveau granulométrie d'avoir un compost un peu grossier. Ensuite, je pars sur une culture plantée où là, j'ai une bâche qui va être mise et la courge, je mets un plant tous les 1 mètre, 1 mètre 50, donc j'ai assez peu de trous à faire, pas beaucoup d'entretien. Comme c'est bâché, toute la matière organique dessus, il n'y a rien, il n'y a pas d'herbe qui va pousser, ça va continuer à se dégrader. Et à la fin de l'été, j'aurai une terre avec plus du tout de résidus de paille, de petits bouts de compost grossiers, etc. Et je pourrais faire du coup du semis dedans. Et une fois que mon semis sera fait, après je referai un apport de compost et on fait des rotations comme ça. Pas forcément avec le type de culture, mais par rapport à l'état du sol, qui va permettre de faire pousser certaines plantes plus facilement que d'autres. Ça me fait mon petit repère, quoi. Voilà. Alors, ici, j'aime bien vous montrer ça parce que ce sont des ornithogales des Pyrénées. C'est une plante qui est intéressante parce que c'est un bulbe un peu comme une jonquille ou une jacinthe. Et en fait, au printemps, elle fait des petites tiges délicieuses qu'on mange un petit peu comme des asperges, qu'on appelle souvent des aspergettes des bois. C'est pas du tout une asperge, c'est plutôt un bulbe comme une jacinthe ou jonquille. Et en fait, ça pousse à l'ombre totale. Si vous voyez, juste à côté, il y a un chêne conséquent. De l'autre côté, il y a un if, et ce sont des arbres qui, dans la nature, poussent. L'if, il pousse vraiment à l'ombre, etc. Donc là, si vous avez un terrain où vous avez plein d'arbres, vous êtes à l'ombre, etc., vous pouvez quand même faire pousser certaines plantes, comme l'ail des ours, les ornithogales des Pyrénées, le masseron. Et en fait, il y en a très peu, mais c'est intéressant de voir ce qui peut pousser dans des endroits comme ça, complètement à l'ombre et humides. Et donc, l'ornithogale des Pyrénées, c'est une super plante, j'aime bien, parce que soit vous la laissez fleurir et ça fait des petites étoiles blanches avec des liserés noirs, là c'est très beau. Ou alors vous mangez les petites asperges des bois et c'est délicieux au printemps. Et encore une fois, ça arrive avant qu'on arrive à avoir des légumes dans le jardin. Donc c'est intéressant de connaître certaines plantes sauvages comestibles qui ont tendance à pousser très fort au printemps quand on a besoin de manger un peu de la verdure à la sortie de l'hiver. Là, sur cette petite parcelle où je vais faire un semis direct sur sol à nu, le sol est à nu parce que c'est au printemps, j'ai envie que le sol il se réchauffe parce que ça va favoriser la germination de mes semences. Ici, ça va être de la fève et du petit pois. Et comme en fait cette parcelle-là a passé un peu l'hiver sous une bâche, mais il y a quand même des graines qui ont germé, des petites plantes qui ont résisté, avant de semer, je vais passer plusieurs fois un petit coup de sarcloir. Là, c'est une houe maraîchère à l'ancienne. Il y a des petites lames que vous pouvez voir ici. Et en fait, je vais juste passer en surface comme ça pour gratter le sol. Ce qui va me permettre de déchausser toutes les petites graines qui auraient éventuellement commencé à germer. Je fais ça si possible un jour où il pleut pas, pour que les plantes se dessèchent. Voilà. Et ça va me permettre de faire un désherbage, un faux semis, pour pouvoir juste gratter en surface et éviter trop d'enherbement au moment où je vais semer mes légumes dedans. Donc ça, je vais le faire 1 ou 2 fois en fonction de la qualité de la terre. Ça va permettre d'avoir aussi un petit lit de semences nivelé et optimiser la germination de mes graines. Donc toujours jusqu'avant la mi-mars, avant que la sève commence vraiment à remonter dans les plantes, il est encore temps de tailler vos arbres fruitiers.
Et là, l'idée sur ces arbres-là, sur des pommiers en espalier comme ça, c'est d'avoir une charpente qui héberge plein de petites branches qui vont donner des fruits. Pour pas prendre trop de place au niveau de l'espace aérien pour pouvoir cultiver entre et tout ça. Et en fait, moi, mon objectif, c'est d'avoir le plus possible de bourgeons à fruits. Les bourgeons à fruits, ça va être donc des bourgeons où il y a des fleurs. Donc là, on voit un bourgeon avec une fleur, là aussi. Donc je vais couper tout ce qui n'a pas de fleurs autour. Et en fait, comme c'est des branches que j'ai arquées l'année dernière, j'ai pris une ficelle pour la tirer vers le bas. Ça a tendance à rendre la sève un petit peu plus aqueuse. Je ne suis pas expert en sève d'arbre, mais en tout cas, quand la branche se ploie comme ça va plutôt former des bourgeons à fleurs. Alors que quand la branche est dressée vers le haut, comme on voit ici, là, ça va plutôt faire du bois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper toutes les branches qui se sont dressées vers le haut. Je vais en garder quelques-unes que je vais arquer. Parce que si on fait que couper toutes les branches, en fait, ça va refaire plein de branches qui montent. Donc je vais garder quelques branches que je vais arquer comme ça. Et en plus, j'ai installé une vigne au milieu du pommier. Cette vigne, alors les vignes, la taille est très simple. Quand vous avez la charpentière, vous avez des rameaux latéraux, et ben on taille à 2 yeux, 2 ou 3 yeux. Les yeux, c'est les bourgeons. En fait, tous les ans, on taille à 2 yeux. Ça va refaire des tiges qui vont porter des fruits. Ensuite, il va falloir retailler. Il y a des tailles d'hiver, d'automne, de printemps et d'été. Et donc là, je vais avoir des pommes et aussi du raisin en plus des pommes. Ça se combine plutôt pas mal. On a ça avec la vigne, aussi avec des tailleberries, des mûres sans épines, etc. Par contre, il y a d'autres plantes trop envahissantes comme les kiwis, par exemple, je ne les mettrais pas avec des pommiers parce que ça ferait trop de concurrence. Alors, si vous arrivez à venir voir, là, ça a plutôt bien fonctionné, mon histoire. On voit l'année dernière une tige qui partait toute droite, que j'ai arquée avec une ficelle. Et en fait, sur cette arcure est arrivé des gros bourgeons, là. Et ces gros bourgeons, ce sont des bourgeons à fleurs. Donc, mon travail maintenant va être simplement de venir couper au niveau des bourgeons à fleurs. Comme ça, je garde ma tige proche de la charpente. Et vous voyez tout ce que j'ai enlevé en tige. Voilà. Pour que les fleurs en fait se retrouvent pas trop loin de la tige, ça prenne pas trop d'espace et que ça produise des fruits bien gros, bien mûrs et bien sucrés. Là, ça a marché aussi, vous voyez, je l'avais arqué. Et on voit qu'ici, il y a plein de bourgeons à fleurs qui sont apparus. Si je n'avais pas arqué la branche, ça aurait sûrement pris 1 an de plus avant que ces bourgeons à fruits arrivent. Donc ça permet de précipiter un petit peu la mise à fruit du pommier. Alors ça, c'est valable sur le pommier. Et en fait, selon chaque arbre fruitier, il faut changer un petit peu de technique de taille. Et je ne vais pas me lancer dans les explications de taille au risque de me faire tailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous vous retrouverons prochainement pour un épisode de boulangerie traditionnelle avec Clément, le frère de Léo. Je vous invite à laisser un commentaire de soutien, un j'aime et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Encore merci et à très bientôt. Ciao!